Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de Géopolitique internationale, édition spéciale Soudan. Que se passe-t-il au Soudan? On s'interroge. Après la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019, les putschistes avaient donné l'impression de s'être débarrassés du mal absolu. Visiblement, ce n'est pas le cas. Après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile tôt ce lundi. C'est ce qu'a indiqué une sorte gouvernementale. La plupart sont des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeautent la transition post-Béchir, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok. Des forces armées l'ont amené vers un lieu non identifié, c'est ce qu'a rapporté d'ailleurs le ministère de l'Information. Eh bien, que se passe-t-il ou qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les forces en présence au Soudan? Sommes-nous dans un nouveau bras de fer entre la Russie et les États-Unis d'Amérique? C'est la question centrale des géopolitiques internationales, bien sûr en y ajoutant à qui profite ce coup. Et bien sûr, nous parlerons aussi de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui se trouve au cœur d'un grand scandale de corruption et de mensonges, et même de favoritisme en Afrique et au Moyen-Orient, impliquant son fils Thomas Le Drian. Voilà donc les deux sujets qui nous intéressent ce soir dans le cadre de géopolitique internationale. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue. Vous êtes bien sûr Afrique Média, la télévision panafricaine, et ce soir, on s'interroge comme le monde entier sur ce qui se passe au Soudan. Que se passe-t-il donc? Et pour en parler, 4 de nos plus grands géopoliticiens, géostratèges, analystes politiques sont avec nous. Parmi lesquels Morad El-Hattab qui nous suit. Morad El-Hattab, bonsoir. Et merci d'être avec nous, très cher Morad. À vos côtés, nous avons également Gamal Abina, un habitué d'ailleurs de nos plateaux. Gamal, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, notre cher ami de toujours, Fabrice Beyor, depuis la Russie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à vous, bonsoir au plateau, bonsoir à vous Bachir. Voilà, et j'imagine que nous couronnons tout ceci avec Luc Michel, qui est avec nous en duplex de Bruxelles. Luc Michel, bonsoir. Bonsoir Bachir. Tout d'abord, excusez-moi pour ma voix mourante, mais oui. Vous êtes ma 6e émission depuis ce matin et je suis fatigué. Bonsoir au plateau, bonsoir aux collègues et bonsoir aux téléspectateurs. En tout cas, c'est tout un honneur de vous avoir, Luc Michel. C'est aussi ça, le géopoliticien que vous êtes. Alors, commençons avec vous, monsieur Michel. Luc Michel, alors, que se passe-t-il au Soudan exactement et que sait-on de ce qui se passe à l'heure actuelle? Écoutez, ce sont les généraux soutenus par la Russie qui ont éliminé les civils soutenus par les États-Unis et Israël. Mais il faut se rappeler d'où vient le Soudan. Le Soudan, c'est un des plus vieux États africains déstabilisés, puisque la déstabilisation a été initiée par les Israéliens dès les années 60, avant la prise du pouvoir par Omar el-Béchir. Aux États-Unis, il y a un think tank tout puissant, c'est l'Atlantic Council. L'Atlantic Council fournit les conseillers à la sécurité nationale, les ministres de la guerre, les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères adjoints en charge des affaires africaines et les super ambassadeurs. Des gens comme Tibor Nagui, Peter Pham, etc. En 2009, un dirigeant de l'Atlantic Council a été nommé pour s'occuper du Soudan. C'est lui qui a organisé tout d'abord la sécession du Sud-Soudan et sa reconnaissance par les Nations Unies, puis la guerre civile au Sud-Soudan, et ensuite il a continué son action contre Khartoum. Une fois le Sud-Soudan ayant fait sécession, Donald Booth a initié 2 sécessions, celle de 2 provinces, le Kordofan et le Darfour. En 2019, il y a eu la mise en route de ce qu'on appelait la nouvelle politique arabe et africaine de Trump et Bolton. Celle-ci a été continuée par Joe Biden
Malgré tous ces discours anti-Trump en politique internationale, Joe Biden, il suit tous les dossiers de Donald Trump. Et de toute façon, c'est l'Atlantic Council qui est aux affaires en Afrique depuis Bush 2, depuis Obama, depuis Trump et sous Biden. En 2019, il y a eu la première réussite de Trump, c'est-à-dire le renversement d'Omar el-Béchir. Et le renversement a été favorisé par une révolution de couleur au départ, qui a été menée avec l'aide de l'Atlantic Council et des ONG de George Soros, comme dans tous les pays, en particulier d'une ONG qui était spécialisée dans l'attaque d'Omar el-Béchir, qui s'appelle The Sentry, qui est dirigée par George Clooney, l'acteur d'Hollywood, qui est le bras droit de Soros à Hollywood, et qui est un milliardaire, donc qui finance la déstabilisation du Soudan. Et dans une deuxième phase, les militaires soudanais, pour essayer de protéger leur pouvoir et le secteur économique qu'ils contrôlent, ils ont renversé Omar el-Béchir et ils ont cru qu'ils pouvaient s'entendre avec les civils pro-américains pour partager le pouvoir. Le gouvernement civil qui était amené au pouvoir, il est dirigé par Abdallah Hamdok. Abdallah Hamdok, il a un passeport américain. C'est un des dirigeants, précisément, de l'Atlantic Council, d'un rang inférieur, soulignez-le. C'est la même chose pour le ministre des Économies du Nouveau-Soudan. Mais qu'est-ce qui a changé dans les révolutions de couleur depuis 2018-2019? C'est que les Russes sont arrivés. Les Russes, ils ont des intérêts au Soudan. Ils ont notamment des accords avec l'armée pour l'établissement d'une base navale russe à l'entrée de la mer Rouge. Et donc, les Américains n'ont pas pu renverser les militaires soutenus par les Russes. C'est d'ailleurs, les Russes ont des équipements et des avions sur la base militaire de Khartoum. C'est ceux-là qui sont allés bombarder les rebelles en Centrafrique. Depuis des semaines, il y a un bras de fer entre les militaires et les civils. Ce bras de fer, il est entretenu par 3 dossiers initiés par les Israéliens. Le premier, c'est l'arrivée comme observateur d'Israël au sein de l'Union africaine, parrainé par un autre agent de l'Atlantic Council, qui est Félix Tshisekedi, et le Soudan a refusé l'entrée d'Israël. Il travaille avec l'Algérie, et ce sont les militaires soudanais qui refusent. La deuxième chose, c'est l'ouverture d'une ambassade à Khartoum. Ils ont également refusé, bien entendu. Le troisième dossier, c'est le refus de participer des généraux soudanais à la guerre contre l'Éthiopie, qui est dans le collimateur de Tel Aviv et de Washington, avec la sécession du Tigré. Aujourd'hui, les choses ont été tranchées. Les informations que vous nous avez données en début d'émission, c'était celles de ce matin. Oui. Aujourd'hui, il y en a d'autres, notamment sur la BBC. La totalité des civils ont été arrêtés avec leurs familles, notamment la femme d'Abdallah Hamdok. Le ministère des radios-télécommunications, il est aux mains des militaires. Des manifestations sont organisées par le parti américain au Soudan. Et il y a déjà eu, les militaires ont tiré, bien entendu. Ils ne sont pas décidés à ce que leur coup d'État échoue. Voilà donc la situation. Ajoutons dernier élément que depuis ce midi, la presse israélienne, que je lis tous les jours, est vent debout pour combattre le nouveau coup d'État. L'Union européenne, les affiliés des États-Unis à l'ONU, le département d'État américain, mais visiblement, les militaires ne se laissent pas impressionner. Voilà la situation, Bachir. Merci, Luc. Voilà donc une situation actualisée de ce qui se passe au Soudan. Mourad El-Khattab, êtes-vous surpris par ce coup d'État ou alors était-il prévisible? Pour ne rien vous cacher, je connais personnellement un des responsables militaires qui est un peu derrière tout ça, puisque je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris et je l'ai même hébergé, fut un temps, il y a de ça quelques années. Donc c'était largement prévisible. Il y a un premier point que je tiens à vous rappeler, c'est que historiquement le Soudan est une zone d'influence anglaise et c'est même une pièce importante de la cohérence de l'Empire britannique en Afrique, du nord au sud. Donc à l'époque, la matière première stratégique était le coton. Aujourd'hui, tout tourne autour des matières premières stratégiques. C'est ce qu'a si brillamment rappelé notre ami Luc Michel. Il y a une longue opération de subversion qui a été menée par les Occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et il est vrai Israël, spécialement pour détacher le Sud-Soudan du Soudan, car il est toujours plus facile de piller des petits États
pas très souverain. Donc on a donc organisé le sevrage du Soudan vis-à-vis de son sud, puis parallèlement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la faillite du Soudan. Donc c'est une stratégie qu'on appelle d'ingénierie psychopolitique, qui s'est vue ailleurs, notamment en Irak en jouant sur les Kurdes, et auparavant pour disjoindre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc ces logiques de balkanisation ne sont pas récentes. Vous en parlez souvent dans vos émissions sur Média Afrique, mais elles visent toujours à recréer de nouveaux points de tension stratégiques à partir desquels il est possible de propager les tensions vers les pays limitrophes. Et c'est là où je veux aborder le deuxième point. Rappelez-vous ensuite que le Soudan d'Omar el-Béchir a été utilisé comme supplétif dans la guerre contre le Yémen, voulu là encore par les Occidentaux, en fait spécialement par les États-Unis et Israël, qui ont poussé l'Arabie saoudite à l'époque à des choix imprudents, et ils tentent de revenir dessus d'ailleurs, et sollicitant le Soudan à cette fin. Et ces échanges de bons offices se monnaient contre un ralentissement des poursuites pénales internationales contre Omar el-Béchir, mais comme d'habitude, c'est toujours un sale jeu qui est joué par le soi-disant communauté internationale, qui utilise puis sacrifie ses supplétifs qui font office de fusibles. Parce que cette implication du Soudan dans la guerre du Yémen est très mal passée auprès de la population soudanaise. Et c'est ce qui a aussi fragilisé le pouvoir de Béchir. Il ne faut pas l'oublier. Mourad El-Hattab. Alors, Gamal Abina, quelles sont les forces en présence aujourd'hui au Soudan? Parce que, visiblement, si l'on s'en tient à toutes ces condamnations, que ce soit des Américains, des Français, et même des Nations Unies ou de l'Union africaine, on a envie de se demander pourquoi la communauté internationale s'intéresse tant au Soudan. Eh bien, quelles sont les forces en présence? Bon, déjà, définissons la communauté internationale. C'est les trois pays majeurs, la France, États-Unis, Angleterre. C'est bien celle-là qui est inquiète et pas le reste du monde. Le Soudan, c'est bien de l'avoir rappelé à l'instant, est une ancienne colonie anglaise. C'est aussi une profondeur, on parle du Nil, une profondeur stratégique très importante pour l'Égypte, qui était très très proche du Soudan à temps. Dans les années 70, le Soudan devient proche des États-Unis, qui joue le front de la guerre froide, donc se détache un peu de l'Égypte. Dans les années 90, le Soudan est en rupture à nouveau avec les États-Unis, puisqu'il héberge à la fois Oussama Ben Laden et Hassan el-Tourabi, donc des mouvements islamistes très connus au Soudan et qui ont pour partie exercé le pouvoir. Ben Laden quittera le Soudan après que ce pays soit bombardé par les États-Unis. Et les États-Unis se rapprochent à nouveau du Soudan pour jouer encore la carte de l'alliance stratégique régionale. Donc le Soudan est sous embargo depuis des années. Et très récemment, on a levé l'embargo parce que les Soudanais ont accepté, à la suite de cette révolution, on va l'appeler révolution, ou de ce mouvement populaire, ont donc accepté le diktat américain qui consiste à dire, si vous voulez sortir d'une position d'État terroriste, il faut faire la paix avec Israël. C'est toujours le même rapport. Israël est toujours dans la balance, comme avec l'Europe, on l'a vu, par rapport au Sahara occidental. Donc, qui sont les acteurs qui sont en jeu dedans? Il y a d'abord, pour commencer, l'armée, qui s'est sentie flouée. L'armée soudanaise qui a eu un sentiment d'avoir été largement humiliée par rapport à, effectivement, on l'a rappelé l'instant aussi, le fait qu'on l'ait envoyé par un bombarder au Yémen, moyennant finance, et des prêts d'Arabie qui, en contrepartie des bombardements d'une population misérable comme le pays du Yémen, puisque c'est un des pays les plus pauvres de la planète, va être bombardé et va être attaqué par un autre pays très pauvre de la planète, qui est le Soudan du Nord. On se rappelle aussi que le Soudan était partitionné. C'était une stratégie qui avait été pensée il y a longtemps. Donc le plus grand pays d'Afrique a été divisé par deux et l'essentiel des réserves de pétrole sont dans le sud. Donc il y a à la fois des rapports de dignité nationale et militaire, des rapports de dignité économique, puisque le pays devient dépendant du Sud-Soudan qui est déjà en guerre. Il y a une volonté de faire croire que le Soudan, par exemple, aurait racialisé les débats internes en faisant croire que le Darfour, par exemple, aurait été une région du Nord, je le rappelais, qui serait soi-disant des Noirs, alors que la capitale Khartoum serait soi-disant arabe. Donc ça, c'est pas vrai, puisqu'en arabe, Soudan, ça vient de Soudani, qui veut dire le pays des Noirs, Aswad, pour faire simple. Et donc, il y a plusieurs éléments qui interviennent et qui sont très difficiles à lire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a aussi un rapport géopolitique international qui s'installe. On sent que les Russes commencent à prendre de plus en plus la main sur certains pays africains qui sont les anciens précarés des Français ou des Anglais, en l'occurrence, pour le Soudan. Mais surtout, on se rend bien compte qu'au Soudan, le rapport d'humiliation d'une partie de la société soudanaise par rapport à toutes ces concessions, la question israélienne n'étant pas anodine, c'est très très rare ce qui s'est passé. Le fait que Moussa Faki ait demandé à ce que Israël soit membre observateur de l'Union africaine, ça a posé problème aussi. Donc tous ces éléments ont accéléré le processus. Mais ce qui se passe, c'est que la personne qui est à l'origine de ce coup d'État,
est une des personnes qui avait négocié avec Israël cet accord de paix. Donc, il se trouve effectivement, et c'est très étonnant, il y a une sorte de retournement de situation. Donc, cet homme était déjà à la manœuvre il y a un mois pour un coup d'État qui a avorté, mais cette fois-ci, le coup d'État a abouti et je pense qu'on ne va pas reculer. Mais il est vrai que c'est difficile de dire qui est vraiment à la manœuvre. Ce qui est certain, c'est que le sentiment général, c'est qu'on a voulu se débarrasser d'un pouvoir qui était de plus en plus impopulaire. Qui devenait de plus en plus impopulaire. Fabrice Béor, alors, est-ce qu'on peut dire sans risque de se tromper que l'on se trouve en ce moment dans une sorte ou dans un nouveau bras de fer entre Russes et Américains? Oui, bien évidemment. Rappelons-nous, je vais être très court puisque je vais me faire compléter ce qui a été dit précédemment et que je ne peux que souscrire, c'est que la, la Russie a signé avec le Soudan, ou le Soudan aussi avec la Russie, des accords militaires et en particulier le déploiement d'une partie, enfin la possibilité de déploiement d'une partie de la flotte russe sur un port qui lui était concédé pour un certain nombre d'années. Ça n'avait jamais été ratifié jusqu'à présent par les parlements. La Russie, justement, a fait passer cet accord à la Douma d'État, donc si vous voulez, la Chambre basse du Parlement en Russie, qui a donc fait que du côté de la Russie, tout est prêt juridiquement pour valider la présence de quelques navires dans un port soudanais, donc en mer Rouge. Il restait bien évidemment le côté soudanais. Vous imaginez bien que le gouvernement précédent qui a été déposé par ce coup d'État militaire, que les choses traînaient, que les Américains parlaient même peut-être d'une compensation financière, donc c'est-à-dire qu'ils allaient les payer pour rompre cet accord, et il est fort possible, avec le nouveau pouvoir qui évidemment va s'en prendre plein la figure avec les nouvelles sanctions certainement qui vont arriver, puisque c'est l'arme occidentale bien à l'heure d'aujourd'hui, essentielle, qu'ils vont se retourner, espérons tout du moins, puisqu'effectivement il y a toujours un doute, et valider cette fois-ci cet accord avec nos nouveau gouvernement civil, ou alors faudra peut-être-il attendre les élections qu'ils ont prévues en 2023 pour qu'un pouvoir dit non plus intermédiaire mais normal valide cet accord. Mais oui, c'est un affrontement puisque si la flotte russe peut avoir, c'est un petit port, hein, c'est pour 4 navires, c'est pas non plus énorme, mais ça voudrait dire qu'il y a aussi la présence de navires de surface, la présence de sous-marins. C'est une base de support et de repos, et évidemment, ça veut dire que la Russie rentre dans le jeu en mer Rouge. Jusqu'à présent, c'était les Français à Djibouti, il y a les Américains qui sont arrivés, même les Chinois sont à Djibouti. Ça se bouscule un peu trop à Djibouti, il fallait trouver un autre endroit. Les Russes avaient le Soudan. Comme plan de secours, d'ailleurs, ils ont l'Érythrée, il ne faut pas oublier. Mais le Soudan, quand même, est la meilleure position, puisque rappelons-nous quand même que c'est au Soudan qu'est basé à l'heure d'aujourd'hui des avions qui ont permis, lorsque l'armée centrafricaine, avec les instructeurs russes, de repousser l'attaque, l'énième coup d'État de déstabilisation des mercenaires de la France-Afrique lors des dernières élections en République centrafricaine. C'est des avions qui sont partis du Soudan pour apporter le soutien aérien qui a permis donc sur le terrain et à l'heure d'aujourd'hui de récupérer l'essentiel du contrôle du terrain. Donc le Soudan est un élément très important dans le déploiement militaire et géostratégique de la Russie. Ce pourquoi, à mon humble avis, ce coup d'État est fait pour durer. Je ne pense pas qu'ils ont fait ça pour que dans 2 semaines, rebaisser les bras. Il y a trop d'intérêts, et même si évidemment les intérêts des fois se croisent et que certains changent un peu d'avis, aujourd'hui, c'est tellement allé loin qu'on ne peut plus jouer à droite et à gauche, il faut choisir son camp, et je pense que ce moment est arrivé. Merci Fabrice. Alors Luc Michel, on va reprendre le tour de table, hein, ce sera un second tour. Avec vous justement, Luc, alors, la question que l'on se pose, au vu de celui qui incarne aujourd'hui le pouvoir au Soudan, l'homme fort comme on le dit de lui, le général Abdel Fattah al-Burhan, pour qui roule-t-il? Lui, il roule pour les militaires eux-mêmes. Je vous ai expliqué que comme en Égypte, les militaires contrôlent un empire économique, ils ont des privilèges, ils possèdent beaucoup d'entreprises, ils ne veulent pas se laisser déposséder par les éléments civils pro-américains. Mais il faut dire quelque chose du Soudan. Le Soudan, il paye ce qu'a souligné Gamal, il paye son instabilité, le fait qu'il n'a jamais voulu choisir. Ils ont soutenu à un moment donné les islamistes avec Hassan el-Tourabi. Hassan el-Tourabi a conduit le Soudan dans l'impasse
Il a fait s'allier avec les Saoudiens. Puis ils se sont retournés contre l'ennemi mortel des Saouds, qui sont les Iraniens. Ils ont retrahi les Iraniens pour des questions d'argent. Continuellement, le Soudan a été assis entre deux chaises géopolitiques. Ce n'est pas possible d'agir comme ça. C'est ce qui paye là-bas. Moi, je le répète, en géopolitique, il faut savoir choisir son camp. Ce n'est pas vrai qu'on peut avoir une politique opportuniste de joueurs de poker. Ça finit toujours avec des catastrophes. Voilà ce qui se passe actuellement. Et lors de la sécession du Sud-Soudan, le Soudan a perdu d'énormes avantages économiques, notamment ses puits de pétrole. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que les pipelines et les ports pour exporter ce pétrole, ils sont restés dans l'ancien Soudan. C'est là qu'est apparu le général Abiy Ahmed, qui est l'ancien chef du renseignement militaire d'Éthiopie. Il a initié une révolution géopolitique. Il a réconcilié les deux Soudans autour de leur intérêt économique, c'est-à-dire la production et l'exportation du pétrole. À partir de ce moment-là, c'est inacceptable pour les Américains, c'est inacceptable pour les Israéliens. C'est ce que le Soudan paye depuis 3 années. En tout cas, Luc Michel. Alors, Mourad El-Khattab, je me retourne vers vous. Le Soudan, il faut bien le reconnaître, ce pays connaît une transition précaire, entachée d'ailleurs par des divisions politiques et même de lutte du pouvoir depuis la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ces divisions? Alors, je confirme de prime abord les propos de Luc Michel, effectivement, dans le sens où ce sont bien les militaires pour eux-mêmes qui roulent actuellement. Alors, votre question est très pertinente. Ce qui se passe en ce moment, c'est la même chose qui se passe avec le Pakistan et les talibans. Aujourd'hui, vous avez une évolution du rapport de force international. Et c'est dommage parce que c'est trop mal compris par notre pays, la France, et l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, malheureusement, car cette évolution conduit les pays, par effet de domino, c'est ce qu'expliquait Gamal tout à l'heure, à une redéfinition de leur positionnement par rapport à deux blocs. Et c'est vrai que d'un côté, vous avez la soi-disant communauté internationale, qui a été décrite tout à l'heure par Fabrice, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, un peu en retrait, il est vrai en ce moment, et Israël, qui amène et manipule certains de ses supplétifs. Et de l'autre, vous avez la Chine et la Russie, avec la Turquie entre les deux. Et cette rivalité entre ces deux grands camp géostratégique se manifeste de toute évidence sur le terrain. Omar el-Béchir a sauté au moment où il a tenté de solliciter l'alliance sino-russe parce qu'il était déjà sur un siège éjectable. Depuis 2019, nous avions eu une révolte lancée par l'association des professionnels, rappelez-vous cette association, je pense que Luc Michel la connaît mieux que moi, qui avait mis fin à la dictature de Béchir. Et on peut considérer qu'il s'agissait là en réalité d'un changement de régime à l'occidental. Bon, avec une façade officielle prof, ce qu'ils appelaient un gouvernement de transition. Mais cette fois, la même association des professionnels s'oppose à ce coup d'État qui vient d'interrompre le processus de transition. Donc, ce qui est très vraisemblable, c'est qu'il y a deux camps sur place, au Soudan, qui sont le reflet des deux grands ensembles géostratégiques qui s'opposent en ce moment, en Asie centrale, au Moyen-Orient, comme en Afrique. Et sans doute, je pense que sans doute, la vieille expertise coloniale française, mais aussi allemande, elle n'est pas inutile aux Chinois et aux Russes, qui visent aujourd'hui à mettre un terme à ces déstabilisations incessantes, il est vrai, au Soudan, mais aussi en Afrique, parce que tout ça sert à piller l'Afrique. Je tiens à vous rappeler, dans mon livre « Saïf el-Islam, un rêve d'avenir pour la Libye », j'évoque l'histoire du canal de Jonglei, qui était une tentative pour la France en 1978 de mettre en valeur l'agriculture du Sud-Soudan en collaboration avec l'Allemagne. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque. Eh bien, nous avions un groupe terroriste obscur qui avait attaqué les ingénieurs français et endommagé leur matériel en marge d'une guerre civile qui a fait oublier tous ces projets. Donc il est grand temps aujourd'hui, pour les Soudanais, mais pour les Africains, de comprendre qui sont sans cesse en train de les démolir et pourquoi. Et je le répète, les enjeux réels sont les matières premières stratégiques. Et plus les États sont petits et instables, plus il est facile de les piller. Je vais vous dire en conclusion, la stabilité commence par l'agriculture, le terrorisme au contraire est le bras armé d'une toute autre logique.
Mourad El Khattab. La parole à présent, c'est à notre cher ami Gamal Abina. Gamal, alors, de manière générale, pourquoi cette lutte d'influence entre grandes puissances s'est-elle déportée sur le continent africain? Avec vous, on a très souvent évoqué le cas des pays du Sahel, on a évoqué le cas de la RCA et aujourd'hui le Soudan qui fait renaître une fois de plus cette bataille entre Russes et Américains. Déjà, il faut se rappeler d'une chose importante. Le Soudan était considéré comme le grenier à blé de l'Afrique. C'est un pays qui était très riche sur le plan de l'agriculture. Ensuite, il y a l'histoire des guerres de l'eau, de cette peur par rapport au fameux barrage de la Renaissance, qui pourrait appauvrir à nouveau le Soudan après avoir subi une partition imposée d'extérieur. Ils ont essayé de diviser le Soudan en trois parties, entre le Sud-Soudan, le Darfour, et puis la partie qu'ils considèrent comme arabe, mais qui en réalité c'est la même population. Donc pourquoi est-ce que le Soudan est à ce point inquiétant pour eux? Comment se fait-il qu'on ait autant de réactions d'hostilité par rapport au fait qu'il y ait ce nouveau coup d'État dont manifestement ils n'avaient pas prévu que ça devait arriver dans ces conditions-là, puisqu'ils avaient prévu une sorte de premier coup d'État avec une société civile qui serait inscrite en négociation avec les militaires. Pourquoi? Parce que d'abord, le Soudan, quand les Russes, c'était bien les Russes qui sont en train d'apporter un appui, et ça semble être le cas, aux putschistes, eh bien, c'est quoi le Soudan? C'est un pays qui est au sud de l'Égypte, très important sur un plan géostratégique. C'est un pays qui est limitrophe aussi du Tchad, qui commence à compter en termes de puissance pétrolifère, et surtout, évidemment, il y a un lien avec la Libye. C'est un pays qui côtoie la Libye, une frontière commune, qui côtoie surtout, et c'est très important pour les Russes, la République centrafricaine. Donc ce pays, en plus de la mer Rouge, donne la possibilité d'avoir un débouché, comme l'a expliqué tout à l'heure notre ami Fabrice Béor. Donc ce qui se passe, c'est que pourquoi le Soudan est à ce point important? Parce qu'il est central, tout simplement, parce que c'est une jonction un peu naturelle, comme l'Égypte l'était, avec le Moyen-Orient, le canal qui passe par là, et surtout avec l'Afrique centrale. Donc c'est vraiment un géant africain qui a été divisé. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un pays qui a chroniquement eu du mal à définir sa politique internationale et ses stratégies d'alliance. Un jour islamiste, le lendemain anti-islamiste, plutôt pro-américain, moins pro-américain. Donc, et le problème, c'est que la population soudanaise, elle est ancrée dans une logique qui n'est pas celle-là. Elle sent qu'il y a une paupérisation, elle sent que le pays définit mal ses orientations politiques à l'international, et elle sent surtout qu'il y a beaucoup de manœuvres de la part des puissances étrangères occidentales, puisqu'évidemment, chaque fois qu'il y a un coup d'État au Soudan, il y a toujours l'ombre des Anglais ou des Américains. Donc, pourquoi est-ce que les Russes, s'ils sont à la manœuvre, soutiennent le coup d'État? C'est parce que précisément, ça va renforcer leur position régionale et ça va appuyer leur assise sur les autres pays, comme je l'ai dit, comme la Centrafrique, le Mali et toute cette Afrique centrale. À partir de là, on assiste à un véritable jeu de chaises musicales dans la région, pour le coup, et on se rend bien compte que ceux qui remportent la mise, c'est les Russes, parce qu'ils n'ont pas cette, je l'ai déjà répété plusieurs fois, cette tradition néocolonialiste. Ils ne sont pas inscrits là-dedans. Les Russes, quand ils arrivent, ils disent simplement, nous ramenons la paix. Nous ramenons la paix et nous allons équiper les gens pour qu'ils puissent se garantir pour la paix. On voit bien que la façon dont ils ont soutenu le Mali, la République centrafricaine et le Soudan, et on voit la façon dont on parle toujours de ces groupes paramilitaires comme si c'était une nouveauté en Occident, les paramilitaires, puisque même utilisent Blackwater pour prendre la plus célèbre, les mêmes méthodes, sont gênés. Donc pourquoi est-ce que le Soudan est central? Parce qu'il a toujours été central historiquement. Du temps de la colonisation anglaise, c'était une forme de base arrière des Anglais dans la région, pour contrôler la région. Alors évidemment, il y a l'Égypte, mais le Soudan reste le maillon faible, beaucoup moins puissant. Et c'est vrai, comme l'a rappelé Luc Michel, l'essentiel de la structuration économique du Soudan est tourné autour de l'armée, comme en Égypte. C'est le même système économique, c'est le même système politique. Donc si on bouscule l'armée dans ses prérogatives et si on la ramène à un rang de petits soldats, de petits supplétifs occidentaux, forcément on arrive à un moment donné où ça brise. Et là aujourd'hui, c'est la deuxième tentative, comme je le rappelle, le mois dernier il y avait déjà une première tentative qui finit par aboutir. Maintenant, les moyens de pression des uns seront les solutions des autres. Je m'explique. Lorsque les Américains vont rétablir les sanctions, parce que si effectivement le coup d'État est confirmé, les Américains vont rétablir les sanctions en disant que c'est un État terroriste, les Russes contrebalanceront cela. Et les Chinois vont arriver en renfort derrière. N'oublions jamais que le Soudan aussi est limitrophe de l'Éthiopie, qui elle aussi est inquiétée par les manœuvres américaines ou anglaises. Donc tout cela, ça joue dans la balance. Et pour finir, simplement, Israël est toujours le petit soldat, comme ça, qui est une sorte de monnaie d'échange qui prouve que le pays accepte ou pas la doctrine américaine. Israël, c'est une sorte de validation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Israël? À ce moment-là, on accepte de vous aider. Si vous n'êtes pas d'accord, au revoir. Et n'oublions pas aussi une chose importante, on a rappelé tout à l'heure, Georges Clooney, l'acteur, était très très en avant sur la question du Darfour. Ça n'est pas un hasard.
faut toujours souligner que lorsqu'il y a de l'humanisme quelque part, il y a des questions politiques en sous-jacent. Très important en tout cas cette précision, Gamala Bina. Fabrice Beyor, avec vous, on referme cette thématique. Est-ce que le coût est consommé, Fabrice, en l'état actuel des choses, ou alors est-ce que la situation est encore reversible? On n'est pas sur place et on n'est pas encore dans les petits papiers, donc il serait assez présomptueux de donner une réponse affirmative. Pour autant, avec tout ce qui vient d'être indiqué et en connaissant la région, et là aujourd'hui, comme je l'indiquais, on ne peut plus, l'armée soudanaise ne peut plus jouer sur les deux tableaux ou jouer la balance. Bien évidemment, ils vont se retrouver en face de sanctions américaines. Bien évidemment, ils vont se retrouver en phase de déstabilisation avec la société civile, comme on dit. Bien évidemment, on va avoir notre ami de Nescafé qui va d'un seul coup revenir et avoir la main sur le cœur sur les horribles morts qu'il y a dans la région, en oubliant tous les autres terrains où se trouvent les soldats américains et les guerres je dirais, quand on voit les ratios de morts qu'ils ont fait dans tous les pays depuis à peu près 20 ans, bon, voilà. Je vais dire que des fois, 2000 morts à un endroit et puis 100 000 ou 1 million à un autre endroit. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on y est un peu habitué. Mais pour revenir sur votre sujet et pour conclure, je pense évidemment que aujourd'hui, les généraux ou l'armée en général soudanaise a choisi son camp, qui est déjà le sien, mais elle a bien compris que le seul moyen de rester au pouvoir, c'est évidemment de trouver des alliés, et les seuls alliés effectivement qu'elle a face aux États-Unis et autres pays occidentaux, la communauté internationale, je mets toujours les guillemets parce que ça me fait rire, quelques centaines de millions de personnes, enfin au maximum ils sont 1 milliard face à 3-4 milliards, enfin bon. Et la Russie, évidemment pour le domaine militaire, et la Chine également pour le domaine des investissements, puisque c'est en général le couple qui intervient en Afrique dans cet ordre-là. Donc moi, personnellement, je suis pour que ça réussisse et que les accords deviennent plus profonds et se stabilisent, parce que c'est 1, dans l'intérêt du Soudan, 2, dans l'intérêt de l'Afrique, et 3, dans l'intérêt pour la Russie de ses recherches de partenaires alternatifs face donc à la politique occidentale qui est de containment, de sanctions, de blocus actuel. Donc je pense que là, dans le cas précis, on peut vraiment dire les amis de mes ennemis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc je pense que, et j'espère que ça va être consommé, que ça va être stabilisé et que la vraie société civile soudanaise qui a conscience des enjeux géopolitiques participera effectivement à ce pouvoir intermédiaire avant les élections qui stabiliseront le gouvernement, qui stabiliseront, espérons, le pays en 2023. D'ici là, beaucoup de surprises de nos amis occidentaux. Et donc, une prise de position claire pour notre cher Fabrice Beyor, qui souhaite que ce coup réussisse. Messieurs, merci pour cette première thématique. Alors... Afrique Média, le monde, c'est nous.